Welcome to everyone online and to the distinguished panelists that are here. Et aux panélistes distingués qui sont ici avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Cynthia Fernandez. Je suis la nouvelle présidente de GAMAC. GAMAC, comme vous le savez, est donc l'action mondiale contre les atrocités à Damas, qui est un réseau des États et de la société civile et des institutions de formation dont l'objectif est d'accompagner et de soutenir les politiques et mécanismes pour prévenir des atrocités de masse. Et GAMAC, bien sûr, cherche à s'attaquer donc aux déclencheurs de la violence, identifier les facteurs qui pourraient engendrer la violence avant qu'elle n'intervienne. Les discours haineux, comme vous le savez, euh, sont en augmentation à l'échelle mondiale. Et donc, ces discours haineux, bien sûr, est amplifié par les réseaux sociaux et la pandémie de COVID-19. Nous savons tous que les discours haineux sont un précurseur des atrocités de masse. Il est donc important de comprendre les causes sous-jacentes et de nous attaquer à ce phénomène. À cet effet, l'Institut de Montréal sur le génocide et des études avec le soutien du GAMAC a lancé une série de séances sur les discours haineux en septembre de cette année. L'objectif était d'améliorer la compréhension des discours haineux, bien sûr, dans la communauté de prévention et au-delà. Et bien sûr, c'était dans le cadre de notre conférence GAMAC 4 qui est prévue l'année prochaine et dont le sujet sera les discours haineux. Nous avons déjà eu donc 4 séances sur ce sujet. La première portait sur le concept des discours de haine. C'est quoi les discours de haine? Et pour la première séance, bien sûr, l'objectif était de comprendre ce qui était interdit et a été clairement défini par le droit international comme l'incitation à la violence et aussi l'importance de défendre la liberté d'expression. Ce sont des concepts que nous devons comprendre et comprendre les limites, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est légitime et autre le point retenu, c'était l'importance de promouvoir l'éducation pour contrer les discours de haine et aussi responsabiliser la population. Il y avait une séance sur le lien entre la technologie et les discours de haine. Il fallait donc beaucoup plus de réglementation ou d'autocensure par les réseaux sociaux comme indicateur, bien sûr, pour les récits contraires. Il y avait une troisième séance sur l'étude de cas de Myanmar. Et ici, les leçons où ce que nous avons retenu, ce sont des conséquences des discours de haine, également de la haine, cyber-haine, si je puis dire, et les conséquences des propos haineux sur Facebook. Et la cyber-haine n'est pas juste un problème dans des pays fragiles, mais dans les démocraties de longue date. Cela a été clairement identifié. La recommandation en général était d'aborder cette question et également de trouver des efforts conjoints par différents États et organisations internationales, sociétés civiles, y compris les universitaires, également les sociétés fournisseurs de nouveaux médias.
Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons donc évoquer les étapes qui pourraient être adoptées par les communautés de prévention au niveau national et international. Nous sommes donc reconnaissants envers nos panélistes qui vont partager leur expertise et recommandations euh, pour étudier ensemble comment nous pouvons contribuer à, à la lutte contre ces discours de haine chez nous, dans nos communautés et au niveau mondial en général. Nous aurons donc des panélistes distingués et nous laisserons quelques temps pour vous permettre de participer. Laissez-nous vos messages dans l'espace dédié au chat. Avant que je ne passe la parole aux panélistes, je vais bien sûr à leur poser des questions, mais je vais ici évoquer quelque chose que j'aurais dû évoquer au début. Euh, Bien sûr, nous avons l'interprétation disponible en français et en espagnol. Donc, si vous voulez choisir des différentes langues, veuillez appuyer sur l'icône que vous avez en bas de votre écran et vous pouvez choisir donc la langue de votre choix. Je m'excuse, je n'ai pas dit ceci au début. Donc, on va faire un petit tour de présentation de nos panélistes. Nous, nous avons Noël Morano, euh, qui est donc chercheuse chargée donc la responsabilité de protéger à l'Université de Queensland, membre du groupe Gamma qui en Asie. Malheureusement, Dr Morana n'a pas euh, pu être avec nous, mais nous allons bien sûr à suivre son intervention qui a été enregistrée au préalable. Nous avons aussi à l'ambassadeur Chaladoun Yalobos, qui est juriste spécialiste en droit de droits humains et diplomate de carrière. Elle est actuellement représentante de la Costa Rica auprès des Nations Unies, adjoint de représentant du Costa Rica, donc ambassadeur Dunca et membre du groupe de pilotage de Gamac. Et nous avons ici Kyle Matthews, qui est le directeur exécutif de l'Institut de Montréal sur le génocide, les droits humains, donc à l'Université de Concordia. Auprès de Concordia, il a mis en place le laboratoire numérique pour prévenir les atrocités de masse, dont l'objectif est de lutter contre l'extrémisme. Il est aussi bien sûr, membre distingué de GAMAC. Il y a l'ambassadrice Libérante Moula Moula, diplomate de carrière, qui est a été ambassadrice de la Tanzanie auprès des Nations Unies et elle a occupé d'autres fonctions comme toute première secrétaire exécutif de l'Organisation intergouvernementale pour la paix, la stabilité, le développement de la région des Grands Lacs, ambassadrice Moula Moula et membre du comité de pilotage de Gamma, qui est patron et patronne donc du groupe de travail de GAMAC, du groupe de travail africain du GAMAC. Je peux m'arrêter par là et je laisserai la parole au panel. Il y a une question que j'aimerais évoquer ici, posée à tous nos panélistes. D'abord, il s'agit de la stratégie et plan d'action des Nations Unies sur les discours de haine. Ce plan d'action des Nations Unies précise d'abord qu'il cherche à améliorer les efforts des Nations Unies pour s'attaquer aux causes profondes des discours de haine et permettre des réponses à l'impact des discours de haine sur nos communautés, sur notre société. Étant donné donc ces objectifs, j'aimerais vous demander qu'est-ce que le GAMAC peut faire pour aider les Nations Unies à réaliser cet objectif? Vous pouvez partager avec nous quelques exemples de votre contexte sur les bonnes pratiques, les leçons apprises, les approches que nous pouvons adopter au niveau national, régional et international. Vous avez la parole, mesdames et messieurs. Nous allons commencer avec la déclaration du docteur Noël Mora. Hello everyone, this is Noel Morada from the Alors, bonjour, c'est Noël Morana du Centre Asie-Pacifique à l'Université du Queensland à Sainte Lucie.
Au nom donc du groupe euh, d'études de travail Asie-Pacifique, j'interviens sur ce panel pour à vous divulguer les constatations de notre étude et également à vous passer quelques recommandations. Notre groupe a été constitué en 2018 à Kampala, Ouganda, lors de la conférence GAMAC 3. Et donc, l'un de nos objectifs, c'est de mener des recherches, bien sûr, en mettant l'accent sur les études de cas. D'abord, nous voulons mettre l'accent sur le Myanmar, les Philippines, l'Inde. Deuxième catégorie, Indonésie, Inde, Pakistan, Asie du Sud-Est, dans le cadre de la pandémie pour la période 2020-2021. Nous espérons bien sûr présenter nos constatations lors de la réunion GAMAC 4 en 2021 aux Pays-Bas. En ce qui concerne la définition des discours de haine, vous voyez donc la définition du cadre des Nations Unies. Et quand nous parlons des stratégies pour lutter contre les discours de haine, il s'agit notamment des mesures juridiques ou constitutionnelles pour condamner, sanctionner les discours de haine et en termes d'approche de justice traditionnelle et de société civile et puis le soutien diplomatique multilatéral ou en général des parties prenantes. Et les études de cas sur les Philippines et Myanmar, voilà, feront l'objet de mon intervention. Actuellement, aux Philippines, il y a le conflit dans la région de Mindanao qui a été étudié dans le cadre de notre étude de cas. Nous avons cherché à identifier les réponses nationales, régionales. Et essentiellement, donc, l'étude de cas a souligné les réponses en matière de justice transitionnelle par les gouvernements régionaux, le processus de paix et les droits nationaux ou les efforts pour promouvoir la réconciliation. Les organisations de la société civile aux Philippines ont été impliquées dans des campagnes de plaidoyer contre les discours de haine. Ils ont aussi fait appel aux organisations confessionnelles, interconfessionnelles pour participer dans cette solidarité et au dialogue. Le contexte au Myanmar est un tout petit peu différent parce qu'il s'agit de plusieurs groupes ethniques, des violences intercommunautaires et les militaires sont au-dessus de toutes les lois. Donc, ici, nous avons identifié ce qui a constitué la réponse du gouvernement précédent, l'USDP et le NNLD. Le NLD, les deux donc n'ont pas posé d'actes concrets contre des discours de haine, même si le NLD n'a pas fait beaucoup par rapport à la prévention des discours de haine et de discrimination. Les groupes de la société civile au Myanmar sont très actifs, mais en même temps, nous devons signaler qu'il y a les campagnes de plaidoyer et des dialogues interconfessionnels. Leur impact devrait être étudié ou bien sûr est encore clairement identifié. Il est important que j'identifie que Myanmar et les Philippines font partie de l'Association des Nations de Sud-Est. Nous avons déjà une déclaration sur la prévention culturelle. Et cette culture de prévention, bien sûr, vise à combattre les discours de haine, l'intolérance et la mauvaise interprétation de la culture. Et, et d'autres officiels ont demandé à Myanmar de rendre effectif cette déclaration à travers les campagnes en 2019-2020. Donc, certains des mécanismes sont là. Voici la recommandation, bien sûr, pour le Myanmar, l'Asie, un impact. Il faut bien sûr travailler avec différentes parties prenantes, la Commission des droits de l'homme,
et la Commission pour les hommes et les femmes, l'Institut de paix pour la réconciliation, la formation et le renforcement de capacités sont importants. La mise en place des réseaux régionaux pour promouvoir la culture de prévention. Il existe aussi des mécanismes au sein de la NAS qui traitent du dialogue, coopèrent avec les Nations Unies et autres organisations. Une partie peut-être des interventions que nous pouvons prévoir pour contrer les discours de haine, c'est de promouvoir la coopération de la lutte contre les discours de haine dans l'agenda de la NAS, il y a le renforcement des capacités et les formations, peut-être proposer des formations pour les jeunes au niveau post-universitaire. Dans le domaine de la paix, il faut aussi sensibiliser les acteurs non étatiques et d'autres parties prenantes qui participent dans cet univers de prévention de conflits. Merci beaucoup pour votre temps et merci de votre aimable écoute. Sylvia, I think you're on mute. Merci beaucoup pour cette intervention. J'aimerais passer la parole à l'ambassadrice Shea Duncan. Qu'est-ce que GAMAC peut faire pour aider? Est-ce que vous pouvez partager quelques exemples par rapport aux bonnes pratiques? Merci de m'avoir accordé la parole et de m'avoir invité pour participer dans cette discussion importante. Je vais ici afficher mes notes pour ne pas perdre le fil de mes arguments. Je crois que avec la désinformation ou les campagnes de mauvaises informations, ceci est une conséquence de l'avancement des réseaux. Nous avons constaté ici une augmentation des populismes en Amérique, en Asie et en Afrique aussi. Il n'y a aucun continent qui n'a pas subi ce phénomène des mouvements commencent à se tourner vers les réseaux sociaux numériques pour commencer à promouvoir leur message. Les questions les plus difficiles autour des discours de haine, c'est que nous n'avons pas de définition découlant du droit international. On évoque les phénomènes comme l'incitation à la haine. Aux États-Unis, par exemple, on ne peut que sanctionner quand les discours incitent aux actes criminels contre certains groupes. Sinon, même si il s'agit peut-être de propos scandaleux, ils ne vont pas être sanctionnés. Mon pays, par exemple, n'a pas de droit ou de dispositions liées ou qui sanctionnent les discours de haine, mais ils ont par exemple des dispositions sur les discours contre l'honneur, la dignité. Il n'y a donc pas de distinction entre les deux. Et il y a aussi cette différence pas claire entre la liberté d'expression et des discours de haine. Il y a les incitations, bien sûr, qui peuvent être le résultat direct des discours ou des propos. Souvent, nous pensons aux auteurs des atrocités de masse comme des monstres et tout, mais aucune étude n'a été faite par les psychologues pour montrer qu'il s'agissait de gens normaux, mais qui étaient capables de perpétrer les actes les plus haineux, les plus haineux. Donc, pour aborder les causes sous-jacentes des discours de haine, il serait important
de s'intéresser beaucoup plus aux stratégies de prévention précoce. Et il est important pour les Nations Unies, avec les États et d'autres parties prenantes, de proposer les lignes directrices pour contrer ces discours de haine. Il y a une notion qui précise que nous nous en excusons, sa connexion est intermittente. Nous allons juste vous faire un petit résumé. Donc, pour permettre à la société civile de travailler et coordonner les efforts, je crois les initiatives comme GAMAC sont très utiles pour réaliser ces objectifs. En tant que plateforme pour l'information et le partage d'expériences, nous pouvons aider à travers les réunions mondiales dans des activités comme l'activité d'aujourd'hui pour partager, échanger l'expérience, et surtout avec les gens qui viennent des pays où l'accès à ces informations, à ces idées n'est pas aussi facile. Je crois le pouvoir de l'information et également la diffusion des bonnes pratiques. Nous devons savoir que lutter contre les discours de haine est une question de dignité humaine et qui nous aidera peut-être à mettre en place des sociétés pacifiques, des communautés pacifiques. Ça nous aidera à lutter contre le terrorisme et d'autres formes d'extrémisme. Donc, j'aimerais pour le moment couper court à mes propos. Peut-être je pourrais proposer quelques exemples au cours de notre tour. Merci beaucoup, ambassadrice. Merci en tant que juriste d'avoir évoqué les écarts en matière de droit ou les lacunes en matière de droit. Nous allons y revenir au cours de ce panel. J'aimerais maintenant passer la parole à Kyle Matthews pour aborder la même question. Merci Sylvia et félicitations pour vos nouvelles fonctions et nous sommes prêts à travailler avec vous en tant que partenaire. Je pense que ces séances vont nous aider pour améliorer notre connaissance et opérationnaliser le cadre sur les discours de haine. Primo, les discours de haine, contrer ces discours est la clé pour prévenir les atrocités de masse. Nous avons vu au Rwanda qu'il y avait l'incitation à la haine, il y avait des discours et des propos haineux, il y avait des tentatives de diaboliser certains groupes. Ce sont les clés. Donc, en 2020, 26 ans après, nous avons tous compris que il est important de contrer ces discours et que les gouvernements aujourd'hui, les États, surtout constatent que le numérique peut aussi avoir quelques inconvénients. Il faut donc trouver comment réglementer cet espace pour lutter contre la cyberhaine. Lors du 10e anniversaire de la responsabilité de protéger, nous avons évoqué la responsabilité de réglementer les réseaux sociaux. Les gens ont ri, ils pensaient que c'était drôle, mais 4 ans, 5 ans après, nous voyons l'augmentation d'ISIS ou de Daesh qui s'est servi des réseaux sociaux pour éteindre ces réseaux. Nous savons que sur les réseaux sociaux, on peut poster ce qu'on a eu comme petit déjeuner, mais ça pourrait être utilisé comme une arme de guerre aussi. Donc, la Convention des Nations Unies sur les discours de haine qui a été présentée par Adama Dieng et Antonio Gutiérrez est un bon cadre pour que le système multilatéral puisse fonctionner. Je crois que la partie numérique est beaucoup plus difficile à gérer parce que nous sommes souvent dans la réaction que dans la proactivité sur cet espace. Les réseaux sociaux, bien sûr, sont devenus
un moyen important de communication, mais qui a été converti en arme. Nous avons constaté que Facebook n'avait pas assez de modérateurs pour la langue, par exemple, locale, et qui a été utilisé pour promouvoir les discours et non. Et nous avons raté le coach. Donc, il faut que la société civile, les universitaires, les organisations internationales commencent à opérationnaliser cette stratégie, à commencer à être beaucoup plus proactif que réactif, que être dans la réaction dans cet espace après les violences électorales au Kenya, après les élections de 2007. Le gouvernement du Kenya avait mis en place des équipes pour suivre les plateformes sur les réseaux sociaux pour lutter contre les sites qui incitent à la haine. Nous avons connu encore au Sri Lanka suite à une attaque de Daesh contre les églises. Il y a aussi eu un conflit entre les groupes religieux. Nous avons suivi l'utilisation de WhatsApp et d'autres réseaux sociaux numériques. On a donc dû couper ou déconnecter ces réseaux pour lutter contre ces campagnes de mauvaises informations. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse sur ce qu'on peut faire. Cette question de discours de haine, surtout dans l'espace numérique qui intervient au niveau national, régional et international, la société civile, tout le monde peut déjà participer à l'instrumentalisation des populations ou de toutes les communautés à travers ces réseaux sociaux pour créer beaucoup plus de polarisation, de conflits et même susciter les conflits entre des groupes. Nous devons donc faire attention à cela. Ce qui doit être fait, avant tout, c'est peut-être de travailler avec les acteurs du numérique, des nouvelles technologies. Il faut qu'on contacte les personnes clés dans toutes ces organisations pour comprendre comment fonctionnent ces réseaux socio-numériques, ce que nous pouvons faire pour travailler avec les grandes sociétés. L'Union européenne a une loi en matière de GAFA. D'autres pays commencent à étudier les droits humains dans l'espace numérique. Personne n'a déjà trouvé des réponses, mais nous devons continuer à nous intéresser de cette technologie, à l'intelligence artificielle, par exemple, les vidéos altérées ou détournées qui peuvent être utilisées pour des discours enflammés. Nous avons les logiciels qui peuvent changer les voix, les algorithmes peuvent aider à modifier les images ou à filtrer les informations pour des campagnes de désinformation. Bien sûr, je prends beaucoup de temps et je ne garde pas l'œil sur le temps, mais je crois que Gamac a son rôle à jouer. Nous devons avoir des équipes multiculturelles. Nous avons une équipe au Canada et une société dans l'intelligence artificielle qui munit les outils, mais nous n'avons pas de compréhension, par exemple, dans cet espace, c'est quoi l'incitation? Qu'est-ce qu'on peut appeler peut-être des propos haineux ou des propos dangereux dans cet espace? Il faut qu'on continue à collaborer pour peut-être trouver de bonnes mesures. J'espère qu'au cours du GAMAC 2021, nous aurons toute la chance d'y être pour traiter de cette question et commencer à nouer les réseaux avec GAMAC et ses partenaires. Voilà mon intervention préliminaire. J'espère que nous allons continuer à évoquer ces questions et je m'attends bien sûr à recevoir vos retours. Merci beaucoup. Ça nous aide grandement de comprendre cette vision du problème. Est-ce que nous comprenons actuellement? Est-ce que nous ne comprenons pas? Merci pour ces bonnes idées, y compris pour GAMAC 4. Je vais passer la parole au dernier intervenant,
ambassadeur à Libera Tamoulamula. Merci beaucoup, Sylvia. J'aimerais remercier la bureau d'appui pour avoir assuré l'appui vraiment, et c'est une série de discours haineux. Je tiens à apprécier le fait que les Nations Unies ont finalement reconnu le besoin de pouvoir produire une compréhension, une stratégie de compréhension, de pouvoir lutter contre le discours haineux. Donc, d'abord, je dois dire que peut-être mon prédécesseur a lu mes notes, parce que je dois dire que pour nous en Afrique, quand vous parlez de discours haineux, ce qui nous vient en tête, c'est de remémorer et bien sûr l'affaire du génocide rwandais, bien sûr en utilisant la radio qui a mené vers And I hope it will go beyond the strategy. You know, of course, part of the advisory group of the Secretary General, we always say your strategy can only be tested at the national front and in the field. So we hope this will go beyond having either a strategy or resolution and test it, especially now. We are in a very difficult situation, of course, with the COVID-19. Nous traversons une situation difficile avec la pandémie de COVID-19 qui nous a apporté donc une nouvelle dimension d'enfox qui crée les paniques, surtout dans des pays africains. Il y a très peu de gens qui ont accès aux réseaux sociaux, mais ils croient toujours ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient à travers les réseaux sociaux. Et on a parlé du populisme, d'utilisation aussi l'instrumentalisation de la population pour accepter ce qui n'est pas vrai. Et donc, voilà ce qui a conduit à certains de gouvernements d'agir avec une main de fer, ce qui a été évoqué par Kyle. Surtout pour les pays africains, vous voyez souvent en période électorale la fermeté des gouvernements. Certains gouvernements ont décidé même de couper carrément les réseaux sociaux. Et c'est là où on a les partis politiques à l'opposition qui se servent des réseaux sociaux et de toutes les plateformes pour essayer de mobiliser leurs électeurs, tout en les incitant aux actions contre le gouvernement. Je parle de mon expérience en Tanzanie. Nous avons eu une élection au mois d'octobre, en période de COVID-19. Pour la toute première fois dans l'histoire de la Tanzanie, il y avait une interruption complète des réseaux sociaux. On a même promulgué une loi pour réglementer l'accès à l'information, pour limiter les libertés d'information. En Tanzanie, bien sûr, nous avons subi beaucoup de condamnations, mais d'une manière, on essayait de lutter contre les discours de haine, et ce qui avait conduit à ce que Kyle a évoqué, les expériences que nous avons eues, les expériences du Kenya. Les gens ont tendance à oublier
en 2017, en 2007, 2008, c'était à travers ces propos haineux, ces discours de haine qu'on a instrumentalisé différentes ethnies pour agir contre d'autres ethnies. Nous sommes passés tout près d'un génocide s'il n'y avait pas eu d'intervention de différents acteurs. Donc, je dis pour l'Afrique, il y a un certain nombre de questions qui viennent à l'esprit quand nous évoquons ces questions. Mais l'expérience du Rwanda a en quelque sorte orienté les interventions et les décisions que nous devons adopter. Il y a ce qu'on dit souvent, plus jamais sur notre continent. Mais ce que nous avons constaté aussi en cette période de COVID-19, c'est qu'il y a toujours un manque de confiance envers le gouvernement. Ça crée beaucoup de tensions parmi les communautés et avec des tensions élevées, ça devient un terreau un terrain fertile pour des discours de haine contre les communautés. Et comme je vous ai dit, nous traversons une période sans précédent. Donc, il y a la désinformation, il y a l'exagération, par exemple, de ce qui est publié sur les réseaux. Et comme je vous ai dit, va créer les paniques, va augmenter les tensions et l'insécurité. Et nous prenons bien sûr tous ces phénomènes au sérieux. Dans le monde occidental, vous parlez des libertés individuelles, mais nous avons vu à ce qui a engendré ces discours de haine, c'est quelquefois ces libertés individuelles qui, bien sûr, mènent à certains comportements individuels, ce qui permet à certaines personnes de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Juste les individus, même pas les institutions. Quelqu'un de la Tanzanie pourrait, par exemple, dire, voilà, nous ne connaissons même pas cette personne dans des pays développés où on est à mesure peut-être d'identifier les personnes. On a invité au congrès le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg, pour présenter quelques réflexions et répondre à certaines interrogations du Congrès, mais nous n'avons pas cette capacité en Afrique. C'est un défi pour nous. Il y a de bonnes pratiques au niveau du GAMAC. GAMAC est une plateforme qui est unique en son genre. Peut-être c'est ce que je devrais souligner et quelquefois je m'en vante. C'est une plateforme qui réunit les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques. Et nous pouvons donc évoquer ces questions. Nous avons la société civile aussi qui participe. Le plus important, les universitaires sont présents sur Gamma qui peuvent nous aider à évoquer les conséquences de ces discours de haine dans le groupe de travail africain en décidant sur quelles initiatives adopter. Par exemple, dans le cadre du GAMAC 4, nous avons décidé qu'il serait temps de mener une recherche sur les discours de haine pour pouvoir montrer les preuves que ces discours sont un déclencheur des violences que nous constatons ici. Nous aimerions donc une assise factuelle pour cette constatation et nous pensons que ça nous permettra de trouver des leçons et de bonnes pratiques pour pouvoir éviter ces discours de haine. J'aimerais aussi partager avec vous, j'avais partagé ces liens avec Sabrina. J'espère qu'elle sera en mesure de les diffuser. Vous êtes au courant sur ce qui se passe au Nigeria. Peut-être ce que je pourrais partager avec vous, on a décidé d'institutionnaliser les entités de vérification des infox et des désinformations. Ils ont donc un site pour la vérification des informations. Ils peuvent contrer donc les discours de haine et les infox. Il y a un lien que Sabrina, je crois, va partager avec vous. C'est un espace pour la participation civique de plaidoyer qui contribue à la conscientisation au Nigeria en donnant cette possibilité de contrer les discours de haine. Dans notre région aussi, en Afrique de l'Est,
nous avons Unakika. Unakika, c'est un mot swahili qui demande « Êtes-vous sûr de ce que vous dites ?» On a donc créé un autre site pour la vérification d'informations. En utilisant les technologies, on est en mesure de contrer donc ces discours de haine et les effets des informations. J'estimais important de partager ces pensées avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette approche. Your experience within the GAMAC Africa working group and the useful, extremely useful work you are doing there. Maybe I would like to ask you one question related to your specific experience within the Une question relative à votre expérience sur la conférence internationale sur les pays des Grands Lacs. Parce que, comme vous le savez, cette conférence a adopté en 2006 un protocole sur la prévention et bien sûr la punition du génocide et tout crime contre l'humanité et toute autre forme de discrimination. Et bien sûr, ce qu'ils disent, c'est de combattre toute forme de discrimination. Et la conférence a déclaré que toute incitation à la haine ou toute discrimination est une infraction qui est punissable par la loi. Donc, ce que nous sommes en train de discuter ici, les lacunes dans nos lois. Peut-être, Madame Liberata, vous pouvez parler un peu du progrès de mise en œuvre. Oui, merci beaucoup. Vous avez, bien sûr, dans le cadre de la législation pour le cas du Rwanda. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs et des pays environnants ont décidé de pouvoir mettre en place un pacte contraignant, légalement contraignant, qui est presque comme la charte des Nations Unies, mais pour l'Afrique, pour la région, qui pourrait mettre fin à tous les facteurs qui pouvaient mener au génocide ou à toutes sortes de violences dans la région. Donc, un des instruments juridiques qui ont été adoptés au cours de ce pacte sur l'instabilité, c'est ce protocole sur la prévention et la punition. Ici, je voudrais souligner la punition, les poursuites judiciaires de tout crime de génocide et tout autre crime. Donc, l'élément le plus important dans ce protocole, c'est qu'ils ont créé des structures institutionnalisées. Ils ont dit qu'ils doivent aller, bien sûr, du cadre vers l'opérationnalisation au niveau national et au niveau régional. Donc, ils ont créé des structures qui devront être mises en œuvre ou mise en œuvre à tout au niveau de la région et de tous les pays membres pour lutter contre l'impunité. Je suis heureuse de dire, parce que quand vous lisiez ma biographie, j'étais la première secrétaire exécutive de la conférence internationale des pays des Grands Lacs et un mandat m'a été donné dans le cadre de mes termes de référence pour assurer que ces protocoles sont mis en œuvre entièrement. Ce que nous avons fait, tout d'abord, c'est de mettre en place des comités nationaux qui n'existaient pas bien avant, des comités sur la prévention du génocide. Et des deux, il fallait rassembler ou rapprocher tous les acteurs et ne laissant personne derrière. Toute couche de la société devait faire partie de ce protocole. Il y a les femmes, la jeunesse, la société civile, le secteur privé devaient faire partie de ce pacte. Et quand on a mis en place ces comités, bien sûr, on a dit qu'on n'allait pas les abandonner au gouvernement, que tout le monde doit être impliqué. Donc, ces comités ont été mis en place
des comités multidisciplinaires et qui devaient suivre le pacte. Et l'aspect le plus important, c'était d'assurer le suivi et bien sûr servir d'alerte précoce. Donc, à l'heure où je vous parle, tous les pays membres ont ces comités. Certains comités sont beaucoup plus actifs que, bien sûr, d'autres et qui, comme en Zambie, ils disent qu'ils n'ont pas de problème. Et ils se disent non, pourquoi mettre en place un comité comme celui-ci? Donc, l'initiative, c'était de faire que les institutions sont là au niveau régional, mais la mise en œuvre et l'impact devaient être visibles au niveau national. Voilà ce qui a aidé à servir d'oreilles et des yeux des gouvernements, des communautés et bien sûr l'alerte précoce, je dois dire, parce que c'est pas que tout est au moins ces structures ont aidé. Au cas où il y a quelque chose, c'est dénoncé. Et au niveau régional, les sommets des chefs d'État, des chefs d'État se mettent en rapport, se disent non, 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 il y a une situation qui pourrait nous faire tomber dans la situation du Rwanda. Donc, GAMAC, comme mécanismes régionaux et nationaux qui assureront la prévention. Parce que la lutte contre l'impunité, les auteurs sont partout au monde et bien sûr, nous remercions certains gouvernements comme la France qui ont collaboré pour, bien sûr, expatrier ou rapatrier certains de ces auteurs. Merci beaucoup pour cet enthousiasme que vous avez manifesté. Et merci aussi d'avoir national and regional mechanisms. This is also a great importance, and I'm glad that you emphasize this and share with us your Je suis ravi in Africa and the efforts in this regard. que vous soulignez cela et les efforts que vous avez évoqués. Again, confirming the importance Encore une fois, je confirme l'importance has mentioned in her own intervention. And maybe I will have a question to Shara, maybe a follow-up question on this, because this is hugely important. So since common efforts and engagement are needed, how can you could you elaborate further on how we can build fruitful relationships? Comment peut-on donc avoir des relations fructueuses et dans une société beaucoup plus inclusive? C'est une question que nous pouvons résoudre, peut-être avec les études de cas de la Costa Rica sur la lutte contre les discours haineux, peut-être à l'encontre des minorités. Chala, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question facile, je n'ai même pas une réponse facile à donner, mais je pense que d'abord, même si il s'agit ou bien il relève de la responsabilité étatique de lutter contre les discours de haine. Quand je parle de nous, je parle de la société civile, des médias, des associations, des équipes. Mais dans un pays où le foot, par exemple, est important, ils sont beaucoup plus efficaces à communiquer le message de la société civile, des organisations internationales présentes dans les différents pays sur terrain et même les individus. Nous avons tous une partie à jouer, un rôle à jouer. La société civile, bien sûr, devrait être intégrée. Nous ne pouvons pas lutter contre les discours de haine si nous continuons à écarter
la société civile ou à certaines parties de la société sont écartées. Par exemple, il y a un outil important pour résoudre ces problèmes. Nous devons penser au discours de haine comme symptôme d'une maladie plus grave. Il faut bien sûr des ressources, mais les pays se sont engagés à réaliser les objectifs de l'agenda. C'est ce qui aidera à lutter contre les inégalités. Donc, il devrait y avoir un effort pour mettre en œuvre l'agenda de manière générale dans toutes les couches de votre société pour intégrer tous les acteurs. Mon troisième point a trait à l'éducation. Les États devraient prévoir une formation axée sur les droits de l'homme, intégrer les droits de l'homme dans le programme scolaire. Ça apportera des résultats beaucoup plus importants à long terme. Mais l'éducation, bien sûr, ne se limite pas au système formel. Vous pouvez passer par des communautés, les ateliers pour promouvoir des relations pacifiques. J'aimerais vous proposer un exemple d'une bonne pratique de mon pays. Nous avons le vice-ministère de la paix, donc sous le ministère de la paix et justice. Il y a donc un système de sensibilisation, d'éducation, d'inclusion. Ce programme est géré par ce ministère pour promouvoir une culture de paix. Ils ont créé un réseau des centres civiques, des centres citoyens à travers les activités et l'objectif, bien sûr, est de consolider les efforts de paix et de favoriser la coexistence pacifique. L'objectif ici, c'est d'impliquer les communautés et je crois l'une des mesures préventives, c'est la sensibilisation et à l'avènement de la COVID et les inégalités que nous avons constatées. Quand la deuxième vague de la pandémie a touché mon pays, ça a coïncidé avec la récolte des melons et des ananas dans la partie nord de mon pays. Nous avions donc nos frontières fermées et les travailleurs saisonniers qui venaient souvent pour participer dans la récolte des melons et des ananas n'ont pas pu venir comme les frontières étaient fermées. Néanmoins, les propriétaires des exploitations ont décidé d'amener ces travailleurs migrants pour récolter les melons et les ananas. Et bien sûr, c'était dans les conditions les plus mauvaises qu'on les a juste impactés dans les bus, dans des camions et ça a été mal géré cet exercice. Ils n'ont pas observé les gestes barrières. Et vous savez, ça fait augmenter la xénophobie et les gens commençaient à lier la présence des travailleurs migrants à la deuxième vague de la COVID-19. Donc le ministère, le vice-ministère chargé de la paix a décidé donc d'entamer une campagne de lutte contre les discours de haine et de conscientisation des communautés. Ils ont réussi cette campagne. Nous n'avons pas encore fini d'intégrer les principaux aspects de cette campagne, mais nous utilisons le mot dièse, le hashtag la xénophobie est un mauvais comportement. Il y avait la présence sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels pour sensibiliser la communauté. Et en dernier lieu, il faut qu'on respecte les droits humains. Vous ne pouvez pas combattre les discours de haine en piétinant les droits de l'homme, piétinant la liberté d'expression. Il faut continuer à défendre ces droits, ces libertés, tout en luttant contre les discours de haine. Il faut laisser quelques voix se faire entendre au lieu de lutter contre toutes les voix. Donc, les partis
parties prenantes comme les influenceurs, par exemple, les réseaux ou les médias traditionnels sont des espaces à travers lesquels nous pouvons mieux impliquer la société civile. En dernier lieu, comme Liberata a évoqué l'initiative de vérification des informations, quelquefois, c'est difficile. Le président de la République a décidé de mettre en place cet outil. Il y a des gens qui disaient, mais ceci est est un complot pour manipuler les informations. Et quand les médias les médias traditionnels commencent à dire que ceci n'est pas vrai, on va dire, mais les médias traditionnels sont déjà acquis au pouvoir. Donc, il y a souvent ces complots qui sont évoqués, les messages complotistes, donc qui vont bien sûr aussi s'opposer aux mesures de vérification des faits. Il est important donc à la société civile et aux individus de ce travail et vous devez donc, à votre niveau, prévoir ces mesures de vérification des faits. Et les médias devraient continuer à proposer ces services pour lutter contre la désinformation qui prévaut actuellement sur les réseaux sociaux. Merci. Thank you very much, Shara, for this very, very concrete description of initiatives to counter hate speech and fake news and check facts. Merci pour cette initiative de pouvoir lutter contre les fausses informations et autres. Et cela me ramène à Kyle qui a parlé un tout petit peu de l'usage de la technologie comme moyen de pouvoir et bien sûr accélérer les discours haineux. Donc, la technologie, bien sûr, c'est un couteau à double tranchant qui peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire. Alors, la question, comment est-ce que Gamac peut contribuer à lutter contre ces mauvais usages de médias et bien sûr pour utiliser les médias de façon assez fructueuse et constructive. Et peut-être quel type d'effort est-ce que nous pouvons mener pour confronter la haine virtuelle ou en ligne? Tout d'abord, je vais dire que bien sûr, les sociétés sont sous pression par beaucoup d'États qui se sont rendus compte que les plateformes sont utilisées, mal utilisées, et comme l'ambassadrice Moula l'a dit, les individus, pas les États, sont vraiment autonomisés par les médias sociaux et s'ils peuvent utiliser, bien sûr, tout cela de façon anonyme, nous voyons qu'il y a des réglementations de plusieurs formes sur ces plateformes. Il y a une pression qui, bien sûr, vient de l'Union européenne et met en place des réglementations. Au fait, il y a la volonté de la part de beaucoup de ces plateformes pour pouvoir être beaucoup plus sérieux. Et Twitter et Facebook ont beaucoup travaillé pour le cas du Myanmar. Donc, il y a deux choses. Tout d'abord, Gamac en tant que plateforme, et la conférence de 2021 est très importante pour que Gamac puisse, bien sûr, inviter certaines sociétés, Microsoft, Facebook, Twitter, YouTube, et essayer de les amener à coopérer. Il y a aussi l'élément fausse information. Donc, avec l'événement passé, on a eu un projet partenaire avec Gamac qui a dit que non, bien sûr, le discours haineux est un fusil et bien sûr
que la haine, c'est la gâchette. Donc, ce qui vient en tête, c'est que les organisations et les sociétés civiles et des pays, bien sûr, traitent avec certains officiers, les parlementaires pour s'occuper des questions liées au genre. Et nous avons tenu également des discussions avec d'autres agences du gouvernement qui s'occupent de discours haineux au niveau des pays. On peut travailler avec eux, essayer d'avoir leur soutien et leur gouvernement qu'ils puissent, bien sûr, soutenir le cadre onusien de discours haineux et bien sûr faire pression au niveau des réunions de GAMAC. Bien sûr, il y a beaucoup à faire, le dialogue avec différents acteurs et les espaces numériques aux États-Unis. Bien sûr, la Constitution, il y a ces lois sur la liberté d'expression et bien sûr, on doit comprendre les préoccupations et bien sûr faire un réseautage avec l'objectif de faire ce que GAMAC pourrait appeler coalition ou partenariat sur le discours haineux et la lutte contre l'atrocité. Merci beaucoup pour cette réponse. Et maintenant, j'aimerais ouvrir le débat pour que les membres puissent avoir de poser des questions ou de s'exprimer. Donc, nous avons des différents panels de discussion et sur base de cela, pour confronter le discours haineux, il y a un grand besoin d'éducation civique contre la haine. Et donc, la question est quel rôle est-ce que GAMAC doit jouer en utilisant l'éducation comme un outil pour lutter contre le discours haineux au niveau national? Et bien sûr, y a-t-il quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Oui, ça ne me dérange pas. Et si je puis faire un ou deux commentaires, il y a bien sûr une compréhension de plus en plus du fait que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'informations en ligne mais ce qui est là n'est pas toujours correct. Et bien sûr, le discours de haine et les mauvaises informations, en fait, et bien sûr, l'information numérique est très importante. Au Canada, il y a l'antiracisme aussi bien que la résistance des citoyens à ce discours haineux. Et il y a des financements aux informations pour essayer de supporter ces programmes sous forme d'éducation, mais également travailler avec des partenaires et essayer de développer une masse critique qui va se liguer contre le discours haineux. Je pense qu'on peut travailler contre le discours haineux, l'extrémisme au niveau de nos conférences et développer des outils d'éducation contre l'Holocauste et il y a bien sûr assez de matériel qui peuvent être utilisés par GAMAC pour inviter l'UNESCO ou d'autres gouvernements à présenter des bonnes pratiques et pour que l'on puisse voir les pays ce type d'appui que les pays pourraient bien sûr tirer et aller jusqu'au niveau d'être informés virtuellement et numériquement. Merci beaucoup, Kyle, de cette réponse. Et Sharon, est-ce que vous avez quelque chose à ce niveau? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Kyle, mais aussi je pense que nous devons bien sûr travailler avec le secteur privé, les outils formels que nous avons pour l'éducation. Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a le type d'éducation qui se passe au niveau de l'école, dans le système formel. Et je voudrais vous donner un exemple du travail ou le travail que le secteur privé et les sociétés civiles peuvent faire, bien sûr, en conjonction avec le gouvernement. En 2018,
au niveau de la Cour internationale des droits de l'homme, il y a eu des unions. On a mis en place une convention qui reconnaît l'union des même sexe. Nous étions engagés dans une campagne politique quand ce sujet a été euh, sorti. Et donc, nous avons fini par la paralysie des élections présidentielles. Donc, pour la première fois, après 100 ans, et les leaders, bien sûr, ont eu, bien sûr, à souffrir de cela. Et, il a gagné 26% parce qu'il était accusé de être anti-gay. Et donc, il faut une loi internationale des droits de l'homme et le système des droits de l'homme doit dénoncer toutes les conventions. Donc, monsieur n'a pas gagné les élections, mais cela a polarisé la société. Et quelquefois, les gens pensent qu'ils sont autorisés à discriminer les autres et bien sûr, les gens sont insultés, surtout ceux qui retombent dans cela. Donc, le mariage entre le même sexe est une réalité et une personne a eu une idée. Donc, cette personne, elle vient de l'association des parents homosexuels. Elle a décidé de joindre et bien sûr sa voix au mouvement pour appuyer. Ils ont commencé une campagne pour lutter contre la haine qui était propagée par les médias sociaux. Et bien sûr, la société de Costa Rica a et bien sûr, après l'expérience que nous avons connue pendant les élections, et l'objectif était de passer un message qui pourrait réunifier Costa Rica. Donc, il y a bien sûr aller pour les opinions qui nous unissent et non pas les opinions qui nous divisent. Ils ont décidé de ne pas mettre l'accent sur l'activisme traditionnel. Ils ont, par exemple, ne pas utiliser les plans nationaux et ils ont nommé la société. Donc, avec le slogan oui et j'accepte. Donc, ils ont travaillé surtout avec l'expérience qu'ils avaient connue et ils ont trouvé combien il était important de voir ses proches très contents. Donc, c'était un outil très important, et surtout dans le contexte économique et géographique de Costa Rica, et partager, bien sûr, cet amour avec les proches sur la télévision. Donc, dans son équipe de football qui, et bien sûr, ils ont utilisé les médias sociaux et toutes les autres formes. Une campagne qui a été très coûteuse a été une réussite. Ça a été fait avec le secteur privé, les médias et d'autres sociétés. Donc, ils ont sponsorisé, ils ont donné de l'argent, le temps et l'espace. Et ça a été une réussite qu'ils ont pu mesurer l'acceptation et la perception des Costa-Ricains avant et après les campagnes. Donc, c'était une enquête après une année. Et je voudrais clôturer en disant que le pourcentage de gens qui étaient en désaccord en 2019 était 38,7 et c'est allé de 38,7 à 35,4 en une année, après une année. Et les gens qui étaient d'accord sont allés de 35% à 39%, 9,5. Donc, il y a ces échelles-là qu'ils utilisent. Donc, c'est de 1 à 10, c'est tous les niveaux
d'acceptation se sont améliorées et c'était une grande réussite. Et les OSC de Panama et autres sont venus apprendre et bien sûr et ont lancé la même campagne dans leur pays. Et je dirais un exemple d'éducation qui, bien sûr, des sociétés peuvent le faire et voir comment ça affecte les gens sur le terrain. Et voilà. Merci beaucoup, Sarah, pour ces commentaires. Et il y a une autre question du public. Et je pense qu'on peut tenir ce dialogue pendant un temps beaucoup plus long. Et je voudrais également noter que nous avons des membres distingués du public qui nous suivent et qui sont intéressés à partager des commentaires avec nous. Avant que je leur passe la parole, j'aimerais poser cette dernière question parce que le temps euh, passe. Et la question est celle-ci. Quel rôle est-ce que vous voyez les sociétés civiles jouer dans le suivi et bien sûr la dénonciation des signes euh, précoce, donc pour l'usage des médias. Kyle, vous avez la parole. Oui, et très bon commentaire. Et je pense que le rôle de la jeunesse est très clé parce que les gens ont parlé de la jeunesse qui sont avancées en termes de technologie, surtout dans le cadre des médias sociaux, ils peuvent jouer un rôle important et toutes ces plateformes où les diplomates des Nations Unies sont donc, ils sont sur la ligne de front pour voir ce qui est partagé. Je pense que l'alphabétisation numérique doit examiner le rôle de la jeunesse et promouvoir des artisans de la paix parmi les jeunes, et c'est un espace où ils pourraient bien sûr avoir des problèmes entre les groupes et le rôle de la jeunesse est assez important. Et comment est-ce que Gamak peut aider? Je pense que nous pouvons euh, essayer de pointer certains acteurs clés, l'UNESCO, l'UNICEF et ces pays où se trouve leur bureau. Et bien sûr, ils peuvent assurer l'espace au niveau de l'éducation formelle et cela est très important. Et mes collègues et moi-même travaillons avec Facebook. Nous avons une initiative de narrative numérique et surtout lutter contre les discours haineux et la discrimination. Et c'est quelque chose que nous avons fait pendant, donc pour environ $3 000. Et ça peut être fait dans beaucoup d'autres pays bien sûr, et arriver à faire quelque chose, ça peut avoir un impact. Et si je puis revenir, oui, j'allais vous dire que je suis d'accord avec ce que Kay vient de dire et je crois au fait que la jeunesse et surtout les femmes au niveau de Costa Rica font du travail très, très intéressant. Elles, il y a beaucoup de filles et jeunes femmes qui ont décidé d'utiliser leur téléphone, d'utiliser leur compte Facebook et Instagram pour parler du racisme, par exemple. Il y a une initiative qui s'appelle donc, elle vient de finir ses études universitaires. Elle a pu parler aux gens dans leur propre langue et bien sûr, et en dehors de ces formalités et au fait, ils parlent la même langue et ils rendent le discours très simple. Il y a une autre initiative par les femmes, jeunes femmes costaricaines de Costa Rica Afro, donc font la même chose. Elles sont sur Twitter et partout elles parlent d'intersectionnalité, de discours haineux, du racisme et c'est intéressant. Je pense que nous devons les inviter pour qu'elles puissent partager avec nous. Donc,
elles ont besoin de cet espace. C'est important que nous puissions, bien sûr, entrer en contact avec elles parce qu'elles savent comment parler à leur père et, avec un langage que la jeunesse peut adopter. Et c'est un outil important. Merci beaucoup. Et je m'excuse parce que c'est assez fascinant et beaucoup de questions viennent dans la messagerie mais aussi nous devons passer la parole à trois membres distingués de notre panel. Il y a Elias qui a confirmé la présence d'Esta, Mariana, et qui est partenaire aussi à Gamak, et Alphonse Femme, qui est président et PDG de Raphaël Linking Center pour l'Afrique et membre du groupe de travail africain. Donc, j'aimerais passer la parole à ces membres et leur demanderai d'être concis parce que nous sommes presque en retard et c'est un plaisir de pouvoir les Elias. Thank you very much, Sylvia. Thank you all for giving us the opportunity to express our concern and our opinion about the hate speech, and especially that has affected the minorities in Iraq, such as Yazidis and Christians. I want to be concise, as you mentioned, and brief on a couple of the comments that I want to make. Je serai bref, il y a quelques commentaires. Oui, le travail a été très important dans la région depuis le début de la fondation, donc le génocide contre la minorité. Il y a bien sûr le travail de plaidoyer, il y a la campagne de Morad qui a fait la promotion de la paix. J'aimerais parler de deux points liés au discours haineux. C'est vraiment très fréquent avec les minorités et, et bien sûr, il y a les kamikazes qui ont fait beaucoup d'atrocités contre les minorités. Par exemple, il y a bien sûr la considération, ils se sont dit que non, ils étaient des adorateurs du diable, c'est minorités qui sont polythéistes et qui croient en plus d'un Dieu. Donc, c'est une des raisons qui a fait que ces kamikazes se disent non, on doit les éliminer. Donc, un autre point, c'est bien sûr les membres d'ISIS à un certain moment. Ils ont fait une sorte d'exorcisme, essayer d'exposer des mauvais esprits et bien sûr faire sortir les mauvais esprits, ceux qui bien sûr les Yézidis qui ont été très affectés dans beaucoup d'autres discours haineux, des questions qui étaient là. Il y a une famille qui a commis un crime contre leur fille et qui a accepté d'être mariée par un musulman en 2007. Donc, à cause de ce discours haineux en ligne et partout, et puis le Daesh a été, et bien sûr, là, il y a un cas de famille qui a souffert et bien sûr, ça arrive tout le temps. Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et bien sûr, le Daesh s'est levé contre beaucoup de gens et beaucoup les discours haineux, surtout en ligne. Vous avez tous parlé de points importants. C'est correct. Cette technologie a ses points positifs et ses points négatifs. Et bien sûr, ce discours
haineux qui passe très très vite et on peut se nourrir et bien sûr d'éléments. Il y a Les les membres d'ISIS et Daesh et Al-Qaïda les qui aimeraient membres commettre le d'Al-Qaïda génocide et devraient qui donc y en participer. profitent. Mon Et mon dernier point pour point, c'est terminer, que nous nous devons devons tous tous encourager les gens, les encourager gouvernements les gens et les à gouvernements pour bien sûr continuer à éduquer la former le population monde mondiale sur les sur les minorités. minorités et tous ces autres qui sont vulnérables. L'éducation est très importante et à mon avis, il faut que l'on commence et bien sûr à arrêter et pouvoir traiter, maltraiter les minorités. Si on est éduqué, il faut que l'on puisse se mettre à leur place. Et le point le plus important, c'est que l'éducation peut faire. L'éducation est très importante et bien sûr la plupart de ces femmes travaillaient et ne pouvaient pas travailler dans des restaurants parce que elles sont considérées comme pas bonnes. Les figures religieuses dans la région disent que les Yézidis et d'autres polythéistes, même les Yézidis ne sont pas assez propres, donc ne devaient pas toucher leur pain. Donc, pour terminer, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Donc, nous devons tous éduquer la population sur les minorités et éduquer tout le monde. Donc, le discours haineux pourrait diminuer ou finir. Merci. Merci beaucoup, Elias. Et là, je passe la parole à Mariana. Je vous demande d'être assez concis, Mariana. Mariana, votre micro est coupé. Gracias, merci. C'est pour répondre à l'appel à la mobilisation pour l'action et peut-être partager avec vous quelques idées sur comment nous pouvons surmonter certains des défis. Et c'est de manière très utile, je crois. Il y a Right to Peace, une petite organisation qui œuvre dans cet univers de prévention des atrocités de masse et se concentre sur le changement de comportement au niveau juridique, politique, réglementaire. Ce travail de prévention des atrocités de masse, bien sûr, est très utile, mais en termes de changement de comportement et d'attitude, quand et on se concentre sur l'éducation qui peut être formelle, informelle aussi. Et je crois il faut qu'on pense beaucoup plus à l'éducation formelle. Il y a plusieurs déjà programmes de formation informelle qui portent sur les compétences, les valeurs, la pensée critique, l'empathie. Il y a beaucoup, bien sûr, de euh, littérature sur ces différents comportements et compétences et valeurs, mais les intégrer dans les programmes de formation nationaux serait très utile. J'ai vu dans l'espace de chat une ressource de Aegis Trust où je travaillais anciennement. Il y avait un colloque qui a été organisé qui portait sur la résilience contre le génocide et l'éducation, s'est concentré sur les valeurs et comment le gouvernement rwandais a intégré à ces valeurs dans ses programmes scolaires. C'est déjà un bon exemple. Et aussi, autre chose importante de l'autre côté, sont les cadres réglementaires politiques, le plaidoyer. Et pour ce cadre-là, il faut donc qu'on établisse le lien avec le signalement des violations de masse. On parle souvent des massacres, des tortures, des viols à masse, mais les discours de haine déjà passent ces atrocités au niveau des génocides ou de crimes de masse. Il faut qu'on établisse donc le lien entre le discours de haine et d'autres violations ou d'autres actes de violence. Il faut
qu'on contextualise surtout au niveau des violences systémiques à des régimes, par exemple, ou des gouvernements racistes qu'on peut identifier. Au mois de janvier, avec GAMAC, on aura une discussion née en panel sur cet aspect. J'espère que GAMAC pourra vous donner de plus amples informations. C'est le 26 janvier. Donc, avant la commémoration de la journée de l'Holocauste. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'étudier toutes les intentions de violence ou de propos haineux à la honte des atrocités dommages. Nous n'avons pas encore établi ce lien, surtout entre l'intention et l'acte, donc à prévenir et punir les étapes préalables au génocide. C'est le titre donc de ce panel. J'espère que nous pouvons continuer à enrichir cette discussion et je vous remercie de cette opportunité et du temps que vous m'avez accordé pour apprendre et aussi apporter mon grain de sel. Merci beaucoup. Merci, muchas gracias, Mariana. Et j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de passer la parole à monsieur Alphonse. Et monsieur, vous avez la parole. Vous êtes muted. Monsieur Alphonse, votre micro est coupé. Voilà. Votre micro est coupé, monsieur Alphonse. Veuillez allumer votre micro. Veuillez allumer votre micro. Merci. Vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors, très rapidement, je voudrais dire que lorsqu'on regarde le thème d'aujourd'hui, mobiliser les communautés pour agir, quand il s'agit de discours de haine, on voit que c'est un sujet passionnant. Mais en réalité, il y a deux difficultés majeures dans ce sujet. La première difficulté, c'est que le discours de haine est un phénomène politique. Parce que les discours de haine s'entendent généralement pendant la période électorale, comme l'a dit l'ambassadeur Lamoulamla et comme l'a dit Mme Duncan. Oui, c'est pendant la période électorale qu'on entend les pires discours de haine. Donc, il est difficile de contrôler les gens, de contrôler la parole des gens pendant cette période parce que c'est une période de passion, de grande passion. La deuxième difficulté, c'est que lorsqu'il s'agit de politique, il n'y a plus de différence entre les gouvernants et la population, notamment pendant la campagne électorale. Les gouvernants eux-mêmes qui devaient prendre l'initiative de contrôle, ce sont eux qui sont les premiers à dire les mots les plus crus, les plus méchants. Par conséquent, il devient difficile, infiniment difficile de savoir comment contrôler le discours de haine, particulièrement en Afrique. On sait que le génocide du Rwanda, on en a parlé, a été grave à cause du discours de haine. Et ces discours-là ont été prononcés pour la plupart par des dirigeants. Des ministres, des anciens ministres ont été mis en prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour leur participation au génocide, pour leurs propos. Donc, c'est très difficile. Pour conclure, je dirais que il y a un problème de gouvernance, un problème de responsabilité des gouvernants. Par exemple, pendant la campagne en Côte d'Ivoire, là je termine, ben, alors que tout le monde parlait par exemple de réconciliation, ben, certains dirigeants, certains ministres disaient à ceux qui étaient en exil ben, que s'ils viennent, ils iront en prison. Voyez-vous? Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué et il faut donc que les Nations Unies prennent des initiatives et que GAMAC, et en particulier le groupe de travail africain, prennent des dispositions fermes pour que une éducation soit menée et même à l'égard des dirigeants, que tout le monde bénéficie d'une éducation pour qu'il y ait dans l'avenir
une conduite tout à fait conforme à la paix dans nos sociétés. Bon, c'est un sujet vaste qu'on peut développer, mais on n'a pas le temps. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur. And indeed, we don't have any more time. So I will Et not... il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne vais même pas essayer de résumer ces discussions assez riches. Mais je vais juste peut-être souligner quelques mots. L'éducation, informelle, formelle, l'inclusion de toutes les parties prenantes pour pouvoir atteindre la communauté en général et une approche holistique. 3, dialogue, donc l'implication du secteur privé et des grandes sociétés technologiques et le soutien à tous ceux qui promeuvent des initiatives importantes. L'UNESCO, par exemple, pour l'éducation a été évoqué, mais aussi toutes ces organisations qui ont été évoquées, qui participent dans cet univers au niveau régional et international. Nous allons certainement continuer cette discussion à travers différentes plateformes en ligne, des discussions en 2021, bien sûr, à nous diriger vers GAMAC 2021. Si vous êtes intéressé à continuer cette discussion, et nous vous demandons à veuiller remplir le formulaire dans l'espace de messagerie pour que nous puissions vous atteindre à travers le site Mon GAMAC. Ne partez pas, restez en ligne. Nous allons suivre les points saillants de la discussion d'aujourd'hui, captés par Souma Patayev, reporter graphique. Merci beaucoup à nos panélistes distingués d'avoir partagé de très bonnes informations. Merci au public qui nous a accompagnés à partager avec nous des questions, des réponses, commentaires. Merci à tous les membres distingués qui se sont exprimés. Merci à tous et au revoir. Merci. Bonnes vacances. Yes. Hello, everyone. Thank you for this. Merci beaucoup pour ce dialogue intéressant et merci d'avoir partagé. Je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer ce que j'ai pu capter. C'est un travail qui continue. Je laisse juste un instant pour que vous puissiez voir ce que j'ai pu dégager de cette discussion. So I will add some of the final comments and information and statements that were shared, and Voici les déclarations qui ont été partagées et nous allons partager donc cet enregistrement avec vous pour continuer cette discussion importante. Donc, je vais maintenant passer la parole à Sylvia.
I'm sorry, thank you very much for this very interesting graphic recorder. And I think now we can... C'est déjà un graphique très intéressant. Là, nous pouvons réellement dire au revoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Thank you. Goodbye. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.